Mesdames, Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être si nombreux ce soir. Donc, Mesdames, Messieurs, mes chers collègues, nous accueillons ce soir les représentants des associations d'anciens combattants, toujours dans le cadre de nos travaux sur le projet de loi de finances 2025. Nous sommes vraiment heureux de vous accueillir ce soir. Donc l'ensemble des associations d'anciens combattants et plus précisément celles qui composent ce qui est convenu d'appeler le G12. Donc bienvenue à vous tous. Les associations d'anciens combattants constituent des acteurs essentiels au service du renforcement des forces morales de notre nation. D'une part en défendant les droits des anciens combattants, d'autre part en entretenant la mémoire de nos grands anciens à travers différentes commémorations, et enfin en portant un témoignage auprès de la jeunesse de notre pays. Beaucoup d'entre nous sommes élus locaux et nous pouvons vous confirmer à quel point nous apprécions tout cela. Je vais donc vous présenter, même si nombreux des visages ici ce soir nous sont familiers, les associations qui sont présentes aujourd'hui. Alors, je commence par le comité d'entente des grands invalides de guerre, l'Union des blessés de la face et de la tête, mais aussi la Fédération nationale André Maginot, qui sont représentés par M. Paul Dodane. Donc, vous pouvez lever la main, comme ça on vous identifiera. Je vous remercie. Nous avons aussi l'Union nationale des combattants, représentée par M. Hervé Longley. L'Union fédérale des associations françaises d'anciens combattants, victimes de guerre et des jeunesses de l'Union fédérale, représentée par M. Dominique Lépine. La Fédération nationale des combattants prisonniers de guerre et combattants d'Algérie, Tunisie, Maroc, représentée par M. Serge Affredou. L'Association nationale des combattants des opérations extérieures, l'ANOPEX, représentée par M. Jean-Paul Martial. La Fédération nationale des anciens d'outre-mer et des anciens combattants des troupes de marine, représentée par M. Philippe Bonnet. La Fédération nationale des anciens des missions extérieures et OPEX, représentée par M. Jean-Jacques Soulas. La Fédération nationale des anciens parachutistes que nous recevons pour la première fois, représentée par M. Michel Delion, bien connu de notre commission, qui a pu venir aussi dans le cadre des 80 ans des commémorations de la libération et des débarquements. L'Union française des associations de combattants et victimes de guerre, représentée par M. Florent Richard. Le Souvenir français, représenté par M. Serge Barcellini. La Société nationale d'entraide des médaillés militaires, représentée par M. José Miguel Réal. L'Association du soutien à l'armée française, représentée par M. Christian Chatillon. Et enfin, nous accueillons Madame, alors pour l'Association républicaine des anciens combattants et victimes de guerre, des combattants pour l'amitié, solidarité, la mémoire, l'antifascisme et la paix, représentée par Madame Liliane Riby, qui vient d'arriver. Bonjour Madame, je vous en prie, vous êtes le bienvenu. Donc ensemble, nous allons évoquer ces questions. Et je vais vous céder, sans plus tarder, la parole pour évoquer notre budget de la mission Anciens combattants, mémoire et lien avec la nation, qui est globalement stable à la hauteur de 1,9 milliard d'euros de crédits de paiement, mais qui, je ne doute pas, joue aussi sur les enjeux, avec notamment la question de l'évolution de la valeur du point de PMI. Donc, Madame, Messieurs, je vous cède la parole pour chacun d'entre vous pour 4 à 5 minutes par association.
Donc, la parole est à Monsieur Dodane. Bien, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les parlementaires de la Commission de la Défense, je tiens en premier lieu à vous remercier de nous accueillir à l'Assemblée nationale pour nous exprimer sur la situation du monde combattant et le budget 2025. Je suis le général Paul Dodane et me trouve ce soir dans une situation un peu hors norme en représentant simultanément 3 associations du groupe des 12. Voilà, ce qui vous donne 3 fois 5 minutes, bien Voilà. entendu, hein, moins si vous voulez. En effet, le président de la Fédération Maginot, le général René Peter, étant empêché, m'a demandé de porter sa parole devant vous. Et je représente habituellement depuis plusieurs années l'UBFT, Union des blessés de la face et de la tête, présidée par M. Lucien Flamand, association dont je suis administrateur, et le comité d'entente des grands invalides de guerre que j'ai l'honneur de présider. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous présenter rapidement ces associations que les nouveaux parlementaires ne connaissent pas forcément. J'aborderai ensuite 2 sujets qui nous paraissent majeurs, la blessure psychique en ce qu'elle concerne l'UBFT et le rendez-vous manqué de la clause de revoyure de la valeur du point de PMI. Sujet important que je connais bien et qui conditionne le montant des pensions. D'abord, la Fédération Maginot a été créée en 1888, donc bien avant la Première Guerre mondiale, compte environ 180 000 adhérents répartis en 230 groupements en métropole et outre-mer. Son objet est la solidarité envers les anciens et la transmission de la mémoire. Depuis quelques années, elle s'est résolument tournée vers les jeunes pour les accompagner dans leur parcours citoyen. Les classes de défense, les cadets de la défense, les cadets de la gendarmerie, rallye citoyen, SNU. Et la fédération subventionne également d'autres causes d'intérêt général. Elle a financé les EHPAD pendant le Covid. L'UBFT, Union des blessés de la face et de la tête, connue également sous l'appellation les gueules cassées, apporte dans un esprit de fraternité et d'entraide une assistance morale et matérielle aux militaires blessés au combat, en OPEX ou à l'instruction, aux policiers et gendarmes, pompiers, douaniers, personnel pénitentiaire, blessés en service, atteints de blessures au visage ou à la tête, ou de blessures psychiques. Le CEGIG, Comité d'entente des grands invalides de guerre, regroupe 6 structures de grands invalides. Les plus grands invalides, les gueules cassées, les amputés de guerre, les aveugles, les mutilés des yeux et des oreilles, les blessés multiples. Composé uniquement de titulaires de pension militaire d'invalidité, le CEGIG compte parmi ses membres bon nombre de pensionnés pour qui la pension militaire d'invalidité constitue une part conséquente de leurs revenus. Il a donc une forte légitimité pour vous parler de l'évolution du montant des pensions et de l'érosion de leur pouvoir d'achat. Voilà, je voudrais maintenant évoquer la blessure psychique. Les statuts de l'UBFT lui permettent d'accueillir les blessés psychiques, en tant que le psychisme, c'est dans la tête. Depuis quelques années, elle accueille par an environ 300 nouveaux membres, dont les 3/4 sont admis sur le seul critère de la blessure psychique. Cette population va devenir majoritaire dans notre association qui est bien placée pour témoigner de ses propres constats. L'UBFT détient une culture et une expérience centenaires en ce qui concerne la blessure maxillofaciale et la blessure physique en général. Il n'en va pas de même pour la blessure psychique. L'arrivée importante en volume de blessés psy nous fait découvrir des problématiques nouvelles et nous conduit à réfléchir à de nouveaux modes d'action adaptés à cette donne inédite. Par exemple, notre association contribue au programme Athos par la construction sur notre domaine toulonnais d'une maison pilote financée sur nos ressources propres. Au plan individuel,
Les situations difficiles, parfois dramatiques, voire tragiques, que nous observons, nous interpellent et pourraient faire l'objet d'adaptations conséquentes de la réglementation. Adaptation qui ne pourrait avoir lieu qu'après une étude quantitative et qualitative approfondie que l'association ne peut conduire seule. Néanmoins, nous en ressentons le besoin et nous l'exprimons devant vous. Des exemples plus précis pourraient vous être donnés dans la séquence des questions. Alors, j'aborde maintenant le rendez-vous manqué dans le budget 2025 de la clause de revoyure relative à la valeur du point de pension d'invalidité. Mais au préalable, comme je l'ai fait l'an dernier, je vous livre un rappel sur l'esprit du Code des pensions d'invalidité dont la réécriture est récente, la partie législative ayant été ratifiée par vos prédécesseurs dans le cadre de l'avant-dernière LPM. Je cite le premier article du Code des pensions. La République française, reconnaissant envers les combattants et victimes de guerre qui ont assuré le salut de la patrie, s'incline devant eux et devant leurs familles. La République s'incline. C'est lourd de sens. On se situe bien dans la logique d'une dette de la nation qui est à rapprocher de la phrase bien connue de Clémenceau « Ils ont des droits sur nous » ou celle de René Cassin « Les mutilés sont les premiers créanciers de la nation ». La question du montant des pensions n'est pas un problème nouveau. La loi Lugol de 1919, instaurant les PMI, n'a pas prévu de dispositif de maintien de leur pouvoir d'achat. Dès lors, compte tenu du fait des changements de situation économique, le sujet fait débat depuis de nombreuses années. On constate, aujourd'hui comme hier, que la valeur du point augmente moins vite que l'inflation, ce qui génère mécaniquement une baisse du pouvoir d'achat. Un groupe de travail tripartite, dans lequel l'Assemblée nationale était représentée par Madame Roch-Étienne, s'est réuni en 2020. Ces conclusions ont conduit à un décret du 4 février 2022 qui maintient le système actuel d'indexation, mais prescrit la remise au Parlement tous les 2 ans d'un rapport comparant l'évolution du point de PMI par rapport à l'indice des prix à la consommation. Le décret précise que le premier rapport doit vous être transmis au Parlement dans le courant de l'année 2024. Ça ne semble pas avoir été encore le cas, du fait probable des turbulences que vous connaissez. Néanmoins, il reste quelques jours, donc on a le droit d'espérer. La situation est d'autant plus cocasse, alors là c'est une petite parenthèse pour le fun, que suite à mon intervention de l'an dernier ici même, le président de la séance avait conclu en toute bonne foi par la phrase suivante rassurante: nous serons vigilants sur la remise du rapport au Parlement dans des délais qui nous permettent d'en tirer toutes les conséquences sur le reste. Bon, il reste encore quelques jours pour que ça se passe. Cependant, Madame Miralles et son cabinet avaient pris toutes les dispositions en termes de concertation avec les associations et la direction du budget pour faire de la revoyure un temps fort de l'année 2024 et établir des propositions à inscrire dans le PLF 2025. Aucune trace de modification du point PMI n'apparaît, enfin à ma connaissance, dans les documents budgétaires. On peut comprendre la sensibilité de la construction du budget 2025. Je pense que vous en savez plus que moi sur la question. Et nous ne méconnaissons pas non plus l'article 40, qui limite les possibilités d'amender. Mais toutefois, nous souhaiterions, face à cette situation, que cette problématique ne sombre pas dans l'oubli. Avant d'en terminer, je voudrais témoigner du ressenti positif au sujet de la dynamique de progrès impulsée dès 2017 par Madame Darrieussecq et ses groupes de travail, puis
par le plan blessé soutenu par Madame Miralles en liaison en tant que de besoin avec les associations concernées. Nous saluons en particulier le développement du centre de réhabilitation post-traumatique à l'Institution nationale des Invalides, qui permettra d'accueillir prioritairement les titulaires de pension militaire d'invalidité. Et la montée en puissance du département du suivi des blessés à l'Office national des anciens combattants. De même que des mesures prises au service de pension et des risques professionnels de La Rochelle pour réduire les délais de traitement et améliorer la communication avec les usagers. Ces dispositions dont bénéficient les combattants méritent votre bienveillante attention. Pour conclure, la blessure psychique et l'évolution de la valeur du point de pension rentrent, selon nous, dans le domaine de responsabilité du Parlement. Nous nous tenons à l'entière disposition des parlementaires qui, à titre personnel ou dans le cadre d'une mission que vous pourriez provoquer, souhaiteraient partager nos préoccupations. Voilà. Merci de votre attention. Merci beaucoup pour cette prise de parole. Monsieur Langlais. Je suis rouge. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, merci infiniment de l'attention que vous nous portez. C'est une marque d'attachement à laquelle on est très très sensible. Alors, si vous le permettez, j'interviendrai avec une double casquette, celle de président de l'Union nationale des combattants et celle de premier vice-président aussi du conseil d'administration de l'ONAC-VG, parce que je souhaitais parler de cet organisme. Présentation très rapide de l'UNC, rassurez-vous, ça ne sera pas sa vie, son œuvre, parce qu'elle est centenaire. L'UNC, en fait, est une fédération organisée à 3 niveaux. Un niveau national que je représente, un niveau départemental et un niveau local. Au fond, on est phasé avec le découpage politico-administratif de la France qui nous permet d'avoir chacun à nos niveaux de responsabilité un niveau d'adaptation par rapport, je pense au département, le préfet, le DMD, les élus locaux, mais surtout notre force de frappe, c'est le terrain, puisque nous nous déclinons en local en plus de 3000 associations. Et ça, quand je dis que c'est notre force de frappe, c'est que véritablement, on a un maillage territorial qui nous permet de mener des actions que je qualifierais à hauteur d'homme, palpable, visible et en contexte. Au niveau du volume, nous sommes 150 000, avec un recrutement qu'on diversifie volontairement, bien sûr avec des anciens et des néo-combattants, avec ce qu'on appelle des soldats de France, ce sont de ceux qui ont porté l'uniforme mais qui ne sont pas allés, je dirais, sur des théâtres d'opération. Les veuves et les orphelins, c'est notre solidarité, et aussi ce que j'appelle des associés, ou ce qu'on pourrait appeler des sympathisants, qui sont des gens qui partagent nos valeurs patriotiques, qu'on fait venir vers nous, et ça nous donne un formidable, si vous voulez, bain d'oxygène, entre guillemets, et un rayonnement, parce qu'on sort, ça nous permet de sortir du monde, alors pardonnez-moi l'expression, elle va être un petit peu brutale, mais du monde ethnocentré des combattants, et malheureusement, c'est dont on nous affuble. Voilà. Nos missions, enfin, ou notre job, c'est bien sûr la solidarité, là encore, avec ce fil d'Ariane qui est la proximité, de déclinaison, solidarité auprès des, je dirais, des plus démunis, de ceux qui sont en plus de précarité. Je peux vous assurer qu'on voit des veuves d'anciens combattants, c'est du Zola, c'est presque du Zola, ça vraiment, je peux vous assurer. Auprès des blessés également post-traumatiques qui sont répartis dans la nature. C'est le travail de mémoire avec les jeunes, ça c'est essentiel, mais on en a longtemps parlé. Là encore, j'en reviens toujours à ce maillage territorial et cette capacité de percoler qu'on a le terrain, si vous voulez, dans les collèges, dans le primaire, avec des témoignages d'anciens, d'OPEX, on parlait des témoignages tout à l'heure, auprès des conseils municipaux jeunes, ça c'est essentiel, d'organisation de cérémonies, d'organisation de voyages, et enfin avec un dispositif, on est inséré dans des dispositifs bien connus, mais un dispositif propre qui s'appelle les cadets de l'UNC, et qui en fait repose sur un triptyque, qui est un triptyque à la fois mémoriel, j'allais dire social et patriotique. Social parce qu'on binôme nos jeunes avec un grand ancien. Et puis au finir, bien sûr, le lien armée-nation, et je dirais la promotion de l'esprit de défense. Alors, concernant le PLF 2025,
sur lequel vous nous demandez de nous exprimer, pour moi, il nous satisfait et on peut qu'apprécier que finalement, je vais me faire huer par mes camarades, mais on ne peut qu'apprécier, on me traitait de turiféraire, on ne peut qu'apprécier finalement le fait que ça n'était pas été considéré comme une variable d'ajustement et nous en sommes très reconnaissants. Et je me réjouis en particulier de la sanctuarisation des crédits affectés à la mission sociale de l'ONAC-VG. J'ai dit que je parlerai en tant que premier vice-président, s'ils ne subissent pas un gel budgétaire. En restant, en revanche, on est extrêmement préoccupé sur le point PMI et Paul Donan, le général Paul Donan, en a remarquablement parlé. C'est véritablement une référence en qui on a toute confiance pour s'exprimer entre nous. Alors, je vais reprendre ma casquette maintenant de premier vice-président de l'ONAC, du conseil d'administration de l'ONAC-VG, pour dire que vraiment, c'est un office remarquable et où la gestion paritaire n'est pas un vain mot. N'est pas un vain mot. Nous ne sommes pas réduits, nous les administrateurs, à une fonction de chambre d'enregistrement. On est associés, écoutés, et je pense notamment au travail conjoint qu'on a mené pour l'élaboration du COP 2025-2027. Et il en est de même dans les départements. Donc moi, vraiment, je trouve que c'est un organisme tout à fait remarquable. Sur le plan budgétaire, comme je l'ai dit, on ne peut qu'apprécier que les crédits solidarité soient maintenus à hauteur de 29 millions, enfin je parle à l'ONAC-VG, mais on reste très très vigilant sur ce qu'on appelle pudiquement des réserves, que moi j'appelle du gel, et qui pourrait partir en particulier sur les subventions et charges de services publics, avec les conséquences sur un office en tension au niveau de son plan de charge. Mais je crois que le général Maury, le numéro de l'ONAC-VG, vous en a longuement parlé, il me semble. Il est venu exprimer effectivement l'ONAC-VG, expliquer l'ONAC-VG devant vous. Bon. Aussi, attention à cette variable d'ajustement facile que sont les crédits mémoire de pierre, c'est-à-dire rénovation des hauts lieux de la mémoire et de la nécropole qui ont été amputés l'année dernière de 8 millions d'euros. Bon, des crédits qui ont été remis à jour cette année, mais là encore, on sait que la pierre, ça ne vote pas, et donc c'est vulnérable. Maintenant, je voudrais terminer sur les attentes propres à l'UNC. Je reviens à mon association. C'est pour moi, et nous le défendons, le réserviste. La LPM donne une part tout à fait nouvelle et une dynamique nouvelle à la fonction réserve. C'est plus 200 000, plus 100 000 réservistes, c'est 300 000 dont 100 000 réservistes. Ça veut dire que le réserviste qui revêt l'uniforme, c'est un militaire à part entière et qui nécessite la même reconnaissance. Et je pense que les réservistes opérationnels qui sont dans les OPINT, qui sont sur Sentinelle et qui ont une arme de guerre entre les mains, et on sait les risques qu'ils prennent, et bien à mon avis, s'ils sont dans les billes pour l'obtention, j'allais dire, de temps, entre guillemets, et bien je pense qu'il faut absolument, je dirais, pousser à ce qu'ils puissent voir décerner le TRN, parce que le réserviste, c'est quelqu'un qui s'engage pour son pays. Il ne fait pas ça pour de l'argent, sans ça il ferait trader. Il fait ça parce qu'il croit en un certain nombre de valeurs, et donc ces valeurs, ça présuppose la reconnaissance pour son engagement. Voilà ce que je voulais vous dire très rapidement. La problématique du bénévolat, mais bon, bénévolat, vous savez que c'est l'affaire des crinières blanches parce qu'elles sont disponibles, mais c'est très chronophage. Et on évolue dans un monde de plus en plus... 15 secondes. Dans un monde, j'allais dire, où il y a une contrainte fiscale, administrative et judiciaire de la société. Et vous savez qu'il a été commis dans cette assemblée deux rapports, le rapport Blin et le rapport Bocquet, qui parlaient de la simplification administrative pour les associations. Et je pense qu'il serait bon de les remettre en vigueur. Et je m'arrête là. Merci. Merci beaucoup. La parole est à Monsieur Dominique Lépine. Ça marche. Je vais très brièvement vous décrire ce qu'est l'Union fédérale. C'est une vieille dame qui a été baptisée le 11 novembre 1917 et qui a tenu sa première assemblée générale au mois d'avril 1918. Donc elle est ancienne, elle a compté jusqu'à 1 million de membres. Elle n'en compte plus aujourd'hui que 40 000. Elle continue à perdre des effectifs forcément avec le paramètre de l'âge. Et j'estime que dans quelques temps, elle sera à un étiage aux alentours de 20 000 anciens combattants qui seront tous d'anciens militaires de carrière. Nous avons fait effort depuis longtemps sur la jeunesse. Nous avons un prix du civisme. Et j'ai fait rentrer des jeunes lauréats, parce qu'on garde le contact avec eux, dans mon conseil d'administration et je ne peux que m'en réjouir.
Alors, comme l'a si bien dit le général de Danne, l'ont si bien dit le général de Danne et le général Longuet, l'Union fédérale partage à la fois la satisfaction du budget tel qu'il est prévu, mais également les inquiétudes sur le point PMI. Alors, je ne vais pas m'appesantir sur ce sujet. Je vais parler d'un tout autre sujet en ne prenant pas ma casquette, mais mon béret de terrien et mon béret d'ancien enfant de troupe pour vous parler de l'importance du lien armée-nation dans le droit à réparation. Sous M. François Mitterrand, lorsqu'il était président, M. Charles Hernu avait décidé de non pas faire disparaître, mais de transformer les écoles d'enfants de troupe qui faisaient de l'aide au recrutement pour nos armées en lycée d'aide à la famille. Et en effet, c'est très utile. Moi, entre le passage de mon premier au collège et le départ de mon dernier du lycée, j'ai dû déménager 6 fois. Alors ça explique que la stabilité, ne serait-ce que pour l'éducation nationale, c'est très important. Mais le balancier était peut-être parti un peu trop loin. Je crois que les effectifs étaient de l'ordre de 80% d'aide à la famille, ce qui est absolument nécessaire. Nous avons vu se recréer, il y a 1 an maintenant, une école militaire préparatoire technique. Et cette école forme les techniciens et ingénieurs pour le maintien en condition d'un matériel de plus en plus délicat et performant et hautement sophistiqué. C'était donc un besoin des armées. Alors maintenant, pourquoi le lien armée-nation ? Je souhaite, si vous voulez, qu'on revoie les effectifs et qu'on transforme un peu ce qui n'était devenu que des lycées d'aide à la famille en école militaire où on retrouve une part de recrutement d'aide à la nation. Nos armées ont besoin de se sentir bien dans la nation. Et quand vous avez dans nos armées des soldats, des sous-officiers et des officiers qui viennent de la nation, et non pas qui ne viennent que de militaires, c'est important. Et il y a un regard différent sur beaucoup de choses, et l'éducation des enfants est plus facile. Je dis cela parce que j'ai été enfant de troupe moi-même, mais j'ai également commandé un lycée militaire. Et j'avais pu voir cette difficulté qu'on avait à n'avoir que des enfants de militaires qui eux-mêmes allaient donner naissance à des enfants de militaires, qui eux-mêmes donneraient à leur tour encore naissance à des petits militaires. Il y a un risque de sclérose des esprits et il faut éviter cela. C'est pour ça que je souhaite qu'on revoie cette particularité d'aide au recrutement et que je vous en fais part à vous, mesdames et messieurs de la Commission de défense, même si ceci est un petit peu en dehors du budget. Je vous remercie de m'avoir écouté. Merci beaucoup. La parole est à Madame Liliane Réby. Merci, Monsieur le Président de la Commission de défense, Mesdames les députés. Merci de donner la parole à l'ARAC sur le projet de loi de finances dans sa mission anciens combattants. Avant de commencer vraiment le sujet, je tiens à évoquer l'évolution de notre association ARAC, Association républicaine des combattants pour l'amitié, la solidarité, la mémoire, l'antifascisme et la paix. En fait, le sigle n'est pas changé, mais les 2 A sont dans républicain et dans association. Voilà. Mais ça change quand même la portée des choses. C'était d'ailleurs une volonté des adhérents d'être combattants en 1917, mais le ministre de la Guerre, qui était à cette époque-là en place, leur a déconseillé vivement parce qu'ils étaient en plein conflit et ils risquaient la prison et la mort. L'héritage de nos 4 fondateurs, Henri Barbus, Paul Vaillant-Couturier, Raymond Lefebvre et Georges Bruguel, ont farouchement œuvré jusqu'à leur mort pour la défense de la République et de la paix. Et ça fait partie de notre ADN. Aujourd'hui, l'ARAC assume complètement cet héritage. Mais 2024 est triste pour nous, car notre pays est dans une situation de crise démocratique institutionnelle inédite.
D'autre part, la guerre est aux portes de l'Europe, elle touche dangereusement la Palestine, le Liban, Israël et risque de s'étendre à cette région du Moyen-Orient. À 2 reprises, nous n'avons pas eu en 2024 la présence de la secrétaire d'État Patricia Mirales, privée de ses fonctions pendant quelques semaines, et nous venons d'avoir Jean-Louis Thierriot, nommé le 27 septembre en qualité de ministre délégué auprès du ministre des Armées et des Anciens Combattants, Sébastien Lecornu. Comme le ministre l'a souligné dans sa mission s'agissant des anciens combattants, il évoque la phrase de Clémenceau à la tribune de l'Assemblée nationale « Ils ont des droits sur nous ». Et la RAC, elle, rappelle que les droits à réparation sont imprescriptibles. Pour la mission anciens combattants, mémoire et lien avec la nation, le budget est celui de l'an dernier est satisfaisant. Mais pour le point PMI, je n'arrête pas, à chaque fois que je suis en présence de parlementaires, d'évoquer mon inquiétude par rapport à ce point PMI, vu l'importance qu'il exerce dans la pension d'invalidité. C'est énorme. Et puis même dans les allocations des anciens combattants, des combattants. Je ne vais pas revenir sur le point PMI. Nous savons toutes les difficultés qu'il y a avec ce point. La commission tripartite a pas très bien fini, à mon avis. J'en faisais pas partie, donc j'en parle, mais en pleine connaissance, parce que je suis aussi vice-présidente de l'association du FAC, vice-présidente à la mémoire, et avec la commission des droits, on parle très souvent du point PMI. On sait que ce point a pris beaucoup de retard par rapport à l'évolution de l'indice des prêts à la consommation. On sait qu'il n'y a eu aucun changement sur ce qui a été choisi, c'est-à-dire le salaire des fonctionnaires. Et on sait que la revoyure a vraiment pas eu son rendez-vous, que je suis sûre que la secrétaire d'État attendait, parce qu'elle avait vraiment manifesté beaucoup d'attention pour ce point PMI. Quant à la campagne double, il est important pour régler le problème posé aux anciens d'Algérie par rapport aux autres générations du feu qui ont bénéficié, cela par le seul fait de leur présence sur le territoire de guerre. Ceux d'Algérie doivent prouver les actions du fait du combat. C'est complètement discriminatoire. Quant à la demi-part fiscale, on peut l'évoquer, elle a une avancée certaine, car les veuves âgées d'au moins 74 ans peuvent y prétendre si leur mari avait obtenu la carte du combattant, même si eux n'en avaient pas même bénéficié de cet avantage. Puis ceux qui étaient décédés avant l'attribution de la carte, c'est difficile à résoudre. J'évoquerai le plan des blessés, parce que avec Madame Mirales, nous avons eu des échanges très importants, même avec articles et réponses dans notre journal. Et je tiens à souligner que vraiment tout va dans la réinsertion des blessés pour redonner toute force à ceux qui ont subi un handicap et le surmontent par le sport et le matériel moderne qui leur a été approprié. Donc nous avons pu apprécier lors des Jeux paralympiques à Paris cet été, et c'est très important. J'ai jamais vu, oui, c'est fini. J'ai jamais vu autant de manifestations. La mémoire. Le maréchal Foch disait « Un peuple sans mémoire est un peuple sans avenir ». En cette période de commémoration du 80e anniversaire de la libération de la France, il faut se rappeler l'histoire. Ne pas se rappeler son passé, c'est l'histoire, c'est voir l'histoire se répéter. Sachons tirer l'expérience du passé et engageons-nous pour préserver la paix du monde. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Merci, madame. La parole est à monsieur Serge Offredou. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les parlementaires, je vous remercie de votre écoute.
Je me présente, je suis Serge Fredou, secrétaire général de la Fédération des combattants prisonniers de guerre et des combattants d'Algérie, Tunisie, Maroc. Une vieille dame qui a 80 ans, puisque nous ferons les 80 ans l'an prochain à l'ouverture de camps des prisonniers de guerre. Notre fédération a 90 000 adhérents. Nous avons maintenant des OPEX parce que nous vieillissons et le monde combattant d'Algérie diminue et nous sommes encore assez actifs pour défendre nos droits. Notre fédération est une fédération qui aide surtout à l'action sociale. Nous aidons les plus démunis et surtout au cours de certains cataclysmes qui se passent sur notre territoire, aussitôt que nous avons des connaissances de faits, nous adressons un chèque immédiatement dans les 48 heures pour aider nos adhérents en difficulté. Je ne reviendrai pas sur le point d'invalidité militaire dans les détails. Je suis parfaitement d'accord avec les interventions de nos présidents de fédérations et d'associations sœurs. Je ne voudrais pas ressortir du catalogue que nous avons légitimement des revendications. Il nous faut reconnaître qu'il en reste encore quelques-uns non satisfaites. La tendance démographique est réelle, les effectifs diminuent et le budget constant, nous devrons obtenir le plus de solidarité au profit des anciens combattants qui atteignent un âge où la santé devient de plus en plus préoccupante et de plus nécessaire. Je reviens quand même quelques instants sur la valeur du point PMI. La valeur du point PMI représente en 2005 et le 1er août 2024 un retard de 16,99% par rapport à l'indice des prix à la consommation, l'ensemble des ménages hors tabac. Dans un contexte d'inflation important, nous regrettons que le gouvernement ne souhaite pas aller vers une indexation de la valeur du point PMI sur l'indice des prix de la consommation. Lors de la mission, ne représente que 0,3% du budget général. Le maintien de la référence indice d'ensemble des traitements bruts de la fonction publique de l'État ne peut que conduire à la dégradation du pouvoir d'achat des anciens combattants et à placer les plus fragiles d'entre eux vers une situation de précarité. Je remercie quand même les dernières, en 2022, que nous avons demandé pour la carte du combattant, pour les veuves, la demi-part fiscale pour les veuves, que le mari était décédé avant d'avoir perçu la retraite du combattant. Alors malheureusement, il y a dans notre société toujours des personnes qui ont la double peine. Je veux parler des personnes, des veuves, qui ont le titre de reconnaissance de la nation. Ils ont été rapatriés, soit par accident ou par problème de santé, et ils sont revenus en France et ils sont décédés peu de temps après sans avoir la carte de combattant. Donc ces personnes ne sont pas ressortissantes de l'Office national de combattants parce qu'ils n'ont pas la carte de combattant, mais ils ont le même mérite que ceux qui ont combattu de l'autre côté de la Méditerranée. Je crois qu'il serait juste de pouvoir revoir cette position des personnes qui ont le titre de reconnaissance de la nation et qu'ils pourraient avoir exactement leur reconnaissance de la demi-part fiscale. Je vais vous dire, nous avons fait un sondage dans notre fédération, et il y a 0,2% de personnes qui sont atteintes par voilà. Je vais parler aussi de l'Office national des anciens combattants. L'Office national des anciens combattants, c'est une grande dame
et que nous nous protégeons. Nous ne voulons pas non plus que parce que c'est la porte ouverte aux anciens combattants. Nous ne voudrions pas qu'un jour ça devienne régional, parce que je crois que l'ancien combattant a des droits et des devoirs aussi, mais il a des droits, et de ne pas aller à 500 km pour demander des aides auprès de l'Office des anciens combattants. Je remercie tout le personnel, parce que c'est un personnel loyal, efficace, et que nous avons de très précieux renseignements quand nous nous adressons à eux. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. La parole est à Monsieur Jean-Paul Martial. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, je voudrais tout d'abord vous remercier de nous recevoir ce soir en audition. C'est un rendez-vous annuel auquel l'ANOPEX, l'Association nationale des combattants des opérations extérieures, est particulièrement sensible. J'irai de suite à l'essentiel. Comme vous, Monsieur le Président, j'aurai un point d'attention et je vous dois aussi d'évoquer nos points de satisfaction. Le projet de loi de finances 2025 pour la mission Anciens combattants s'établirait à 1,9 milliard d'euros, soit un budget quasiment stable dont nous nous réjouissons dans le contexte budgétaire actuel. Ce PLF, évidemment, acte la baisse du nombre de bénéficiaires des PMI et de l'ARC, l'allocation de reconnaissance du combattant. Il dégage donc des marges de manœuvre. Mais force est de constater que les choix ne se sont pas portés sur la revalorisation du point d'indice PMI. À ma connaissance, à ce jour, cette mesure reste soumise à arbitrage et au vote de l'Assemblée. Sans reprendre les développements déjà exposés, les modalités de fixation de la valeur du point PMI sont définies par décret du 26 décembre 2023 qui précise la période de référence. Je cite, au 1er janvier 2025, en fonction de l'évolution cumulée et constatée de l'indice d'ensemble des traitements bruts de la fonction publique d'État du 4e trimestre de l'année 2023 et des 1er et 2e trimestres de l'année 2024. Sur cette période de référence, au 1er janvier 2024, les fonctionnaires auraient bénéficié d'une revalorisation de 5 points d'indice. Il faudrait donc convertir la valeur de ces points d'indice, ce qui représenterait plus ou moins 1,3% de revalorisation du point PMI. Quelques observations. Il est donc fixé une règle qui ne serait pas appliquée au 1er janvier 2025. Si la mesure était reportée au 1er janvier 2026, il s'écoulerait donc 24 mois pour l'application de cette transposition. Enfin, cet indice de référence, l'ITBGI, nous est particulièrement défavorable. Par construction, cette indexation conduit à un écart sans cesse creusé par rapport à l'inflation. Nous appelons donc à une réflexion pour faire évoluer cette indexation. Je cesse là ces analyses techniques pour en venir à une question de fond. Les PMI et l'ARC relèvent du droit à reconnaissance et réparation. Si effectivement il s'agit d'un droit, ce droit s'impose. Et la question de la revalorisation ne devrait pas se poser. Il est souvent, ça a encore été le cas ce soir, repris la phrase de Georges Clemenceau. Ils ont des droits sur nous. Qu'en est-il donc aujourd'hui, un siècle plus tard? Nous appelons de nos vœux la tenue d'assises du droit à reconnaissance et réparation pour réfléchir à sa mise en œuvre au regard d'évolutions souhaitables dans le contexte actuel. Je me dois, vous ai-je annoncé, d'aborder des points de satisfaction. Le premier est la consolidation du dispositif de soutien aux blessés psychiques avec 6 maisons Athos opérationnelles en 2025 et le financement des prothèses et équipements sportifs en faveur des militaires atteints dans leur intégrité physique. Le second est le maintien du maillage territorial de l'ONAC-VG et de son budget solidarité. Enfin, nous nous réjouissons que le bénéfice de la campagne double ait été attribué aux militaires qui ont participé à l'opération Barkhane et que la médaille des blessés soit étendue aux militaires blessés à l'occasion d'une opération intérieure de protection militaire du territoire.
il nous faut dès maintenant préparer le PLF 2026, notamment en termes d'extension de champ d'éligibilité des bénéficiaires. Comme chaque année, l'ANOPEX reformule sa demande d'examen de ce que l'on nomme les théâtres d'opérations oubliés, en commençant par le Tchad 1968. D'autres mesures, sans incidence budgétaire, mériteraient aussi une attention bienveillante, comme l'attribution de la Croix du combattant volontaire aux appelés volontaires ayant participé à une opération extérieure, notamment avant 1991. Mesdames, Messieurs les députés, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. La parole est à Monsieur Philippe Bonnet. Je vous remercie, Monsieur le Président, de me donner la parole. Mesdames et Messieurs les députés, chers amis du monde combattant, je préside depuis bientôt 7 ans la Fédération nationale des anciens d'outre-mer et des anciens combattants des troupes de marine, une fédération reconnue d'utilité publique depuis 1929. Elle rassemble 78 amicales dans l'Hexagone, dans nos outre-mer et à l'étranger. Formellement, elle compte 30 000 adhérents et de nombreux sympathisants actifs. L'une de ses particularités est son lien étroit avec l'armée de terre, l'arme des troupes de marine tout particulièrement. Actifs et anciens, mais aussi anciens d'outre-mer, ils sont nombreux, pas forcément anciens militaires, forment ce qu'on appelle une grande famille, la grande famille des troupes de marine, qui réalise d'importantes actions, principalement de solidarité vis-à-vis de ses membres en difficulté et dans le domaine de la mémoire, celle des soldats d'outre-mer, aujourd'hui appartenant ou ressortissant de pays étrangers, bien évidemment, et à travers le soutien et la gestion de 2 musées. Cette mémoire est particulièrement et ardemment entretenue et transmise, notamment aux jeunes soldats, car elle nourrit l'esprit de corps et les forces morales de nos unités. Et nous nous efforçons également de transmettre cette mémoire aux jeunes générations du monde civil et du monde de l'éducation nationale en particulier. Alors, s'agissant du budget de la mission Anciens combattants, mémoire et lien avec la nation, celui prévu pour 2025 va globalement dans le bon sens et je n'y reviendrai pas, j'ajoute ma voix à celle de Paul Dodane. Ce constat commande néanmoins de maintenir les efforts entrepris depuis 2 ans et d'engager de nouvelles actions. Sur le plan financier, j'en avais évoqué 2 l'année dernière qui n'ont que peu été suivis d'effet. Tout d'abord, l'appui aux activités de mémoire, c'est-à-dire l'entretien, concrètement, l'entretien et la gestion des sites muséaux et l'organisation de manifestations de mémoire. Certaines associations comme la nôtre sont en première ligne sur ces 2 registres. L'État y est bien sûr très sensible, mais il ne peut tout faire, et nous le savons très bien. Pour autant, il peut et il doit, je pense, marquer concrètement son intérêt à ces actions et à nos associations en les subventionnant un peu plus généreusement et en soutenant leurs besoins de mécénat en direction des entreprises, en particulier celles du secteur de la défense, qui sont restées et qui restent malheureusement sourdes à nos appels. Pour votre information et pour être concret, la rénovation et l'extension du musée des troupes de marine de Fréjus aura beaucoup dû à la contribution de certaines collectivités locales, la région PACA, le département du Var et quelques municipalités, dont au premier chef celle de Fréjus et de Saint-Raphaël. Ce ne sont pas les seuls. Mais sans la générosité de nos membres et de certaines associations ici présentes qui nous soutiennent, rien n'aurait été possible. Il reste donc encore beaucoup à faire, à mon avis, sur le plan financier et en particulier à espérer votre appui et l'appui de l'État pour que nos industriels de la défense, dont l'activité connaît une nette hausse ces dernières années, pourra nous aider grandement. Second point, il concerne l'aide aux associations combattantes. Je vous l'ai dit, nous comptons 78 associations amicales affiliées à notre fédération. Certaines sont reconnues d'utilité publique. Mais elles sont malheureusement confrontées à une vexation, je crois qu'on peut oser le terme, qui consiste à ce qu'on leur demande de verser une location lorsqu'elles occupent quelques locaux dans le domaine militaire. Alors, si elles comprennent parfaitement qu'il soit nécessaire de bénéficier ou d'obtenir une autorisation d'occupation temporaire de locaux de l'État, il est assez vexant de se voir réclamer une location alors que tous les services rendus par ces associations sont parfaitement bénévoles, évidemment, et sans but lucratif. Voilà, alors nos amicales ne manquent pas de dynamisme dans leurs actions de solidarité et de mémoire, mais elles n'ont pas besoin de voir leurs ressources déjà comptées, fragilisées par ces redevances.
Certaines d'entre elles s'occupent de l'entretien de lieux de mémoire. Pratiquement tous les musées et salles d'honneur régimentaires sont tenus par ces associations. Elles s'occupent voire même de sanctuaires. Elles sont par ailleurs en première ligne dans l'entretien du lien armée-nation. Et pour nombre d'entre elles, elles apportent un précieux soutien à nos unités. Nous espérons donc être entendus, car il en va de la pérennité de ces associations. Si j'ai encore une petite minute, Monsieur le Président, je voudrais juste évoquer quelque chose qui n'a rien à voir avec le champ strictement financier, c'est celui de la reconnaissance. Un accroissement des contingents de décoration dans les ordres nationaux s'impose à l'évidence. Ceci afin d'éviter des promotions bien trop tardives, qui n'ont parfois plus de sens d'ailleurs, et de permettre une meilleure prise en compte des plus jeunes anciens combattants, ceux des opérations postérieures au conflit de la décolonisation. Voilà. Alors un effort particulier nous avait été indiqué comme devant être fait pour les anciens combattants des guerres d'Indochine et bien sûr de 39-45. Force est de constater que cette année, cet effort a été extrêmement modique. Donc c'est un point qui n'est pas majeur s'agissant de nos finances, mais qui est important pour des anciens qui se sont beaucoup donnés et qui continuent à porter témoignage. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. La parole est à Jean-Jacques Soulas. Et bonjour, Monsieur le Président de la Commission de défense nationale des Forces armées, Mesdames et Messieurs les parlementaires membres de cette commission, mes chers collègues, c'est toujours un honneur et une reconnaissance pour notre fédération d'être entendu dans ces lieux où bat le cœur de notre démocratie. Nous allons, une occasion d'un document envoyé à tous les parlementaires, de demander un certain nombre de questions ou de demander à ce qu'un certain nombre d'amendements à la loi de finances soient étudiés. Alors, bien entendu, sans revenir sur le caractère exceptionnel de ce projet de budget 2025, nous attirons votre attention sur un souhait de toute la communauté militaire et plus particulièrement de ceux qui portent les armes pour la France à l'extérieur. Nous souhaitons vivement que les engagements du gouvernement précédent soient maintenus et que le budget alloué aux forces armées soit respecté, hors inflation. Important. Et puis par ailleurs, je voudrais profiter de ma présence ici et très humblement devant vous toutes et vous tous, je vais avoir une pensée pour celles et ceux qui servent la France actuellement en opération extérieure et qui le font avec abnégation, altruisme, courage et croyance et sans, je dirais, se préoccuper peut-être de nos petits problèmes actuels. Par ailleurs, nous entendons très souvent, trop souvent peut-être en ce moment, parler de la dette. Au risque d'être un peu iconoclaste, et j'en assume la responsabilité, il y a une génération, celle qui est présente ici, que nous présentons, qui est devenue la génération de la dette. J'ai 65 ans, et depuis mes 20 ans, je n'ai entendu parler que de dette, d'économie, de restrictions, sans pour autant jamais en voir ceux qui nous parlaient ce langage respecter eux-mêmes leurs propos. Quelle que soit la couleur politique, j'assume mes propos. Donc ce qui serait bien, c'est, pour une fois, ne faites pas de ce que je dis, mais faites ce que je fais, ou l'inverse. Voilà. Pardonnez-moi ces petits écarts, mais c'est important. Les propositions que nous avons faites ne coûtent pas très cher. Elles sont compensées largement par les 100 millions d'euros de budget économisés par l'État du fait de la démographie décroissante de la population des anciens combattants. Pour une raison très simple, c'est que malheureusement, nombre d'anciens combattants aujourd'hui décèdent, soit de vieillesse, ce qui est bien, ce qui est normal, entre guillemets, et puis sinon, de fait de maladie. Et parmi ces anciens combattants qui décèdent, 60 000 d'entre eux sont titulaires de la carte du combattant et donc ont droit à ce titre, ce qu'on appelait auparavant la retraite du combattant, maintenant l'allocation de reconnaissance de la nation, ce qui fait la modique somme globale de quasiment 50 millions d'euros sur une année. Si vous rajoutez l'économie réalisée sur les pensions d'invalidité qui ne sont plus versées, on est quasiment à 100 millions d'euros. Peut-être serait-il bien, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le Président de la Commission de la Défense nationale des Forces armées, de pouvoir laisser espérer à ces anciens combattants un regard bienveillant et généreux pour celles et ceux qui ont servi la France au prix de leur sang et qui ont parfois consenti le sacrifice suprême. Ensuite,
quelque chose qui nous chagrine un petit peu à la FNAMOPEC, c'est nous pensions que dans ce budget en matière d'égalité, il aurait été mis fin aux conditions de ressources imposées pour la pension d'ascendant lorsqu'un des nôtres meurt en OPEX. Alors même que sa famille, pour pouvoir demander et obtenir la pension de réversion, doit justifier sa non-imposition. Est-ce vraiment juste ? Nous aurions pu aussi espérer que dans la fonction publique, militaire ou de sécurité, une harmonisation de l'élévation au grade supérieur soit faite pour tous ceux qui meurent pour la France, en OPINT et en OPEX. Et que les calculs des pensions ne soient plus indexés sur le coût de la fonction militaire publique, mais plutôt celui de la fonction militaire. Concernant l'adoption des pupilles des soldats morts en OPEX, nous attendons que soit supprimée la condition des 300 jours pour la demande. Pour une raison très simple. Imaginez la veuve ou le veuf, puisque malheureusement il y a aussi des femmes qui meurent en OPEX, qui se retrouvent avec ses enfants, qui a perdu son conjoint, sa conjointe. Il a 10 mois pour demander parce que la République française prenne ses enfants, adopte ses enfants et qu'ils soient pupilles de nation. 10 mois. Est-ce vraiment raisonnable ? Enfin, nous aimerions, et cela a déjà été évoqué, qu'un réexamen des listes des unités combattantes pour les années 1969 à 2000 soit fait, et puis qu'une redéfinition des textes fondateurs soit opérée, afin de faire partir le début des OPEX en 1962, pour 2 raisons. D'abord, un certain nombre d'anciens combattants de la guerre d'Algérie se sont vus attribuer la carte du combattant au titre des OPEX, alors qu'officiellement, les OPEX ont officiellement été créés le 15 mars 1969. Et puis, secondo, nous avons un certain nombre de nos anciens qui ont fait le Tchad, opération TACO, par exemple, et eux ne bénéficient pas. Est-ce normal ? Dernier point, j'arrête là, Monsieur le Président, qu'elles soient étudiées les conditions d'attribution d'accroître des combattants volontaires, ce qui a déjà été évoqué tout à l'heure, et qu'enfin que tous les militaires qui sont morts en opération extérieure se voient décerner une des 3 mentions existantes. Monsieur le Président de la Commission de la Défense nationale et des Forces armées, Mesdames et Messieurs les parlementaires de cette commission, je vous remercie de votre attention. Merci. La parole est à Monsieur Michel Delion. Merci, Monsieur le Président. Messieurs les membres de la Commission, pour cette première audition, je vous propose de vous présenter rapidement notre fédération, avant d'évoquer un point de vigilance et plusieurs points de satisfaction, et de terminer par l'effort de notre fédération dans le cadre de ce projet de loi de finances à venir. Tout d'abord, la Fédération nationale des associations parachutistes, et qui est la dernière à intégrer ce cénacle du G12, regroupe 36 associations et 3 associations sympathisantes, ce qui nous représente un total d'environ 23 000 membres des 3 armées et de la gendarmerie. Cette palette vaste d'associations, membres et sympathisantes, nous permet une action large spectre dans le domaine de la solidarité et dans le domaine du lien armée-nation. Certaines de nos associations sont également reconnues d'utilité publique ou concourent à la connaissance, en particulier en soutenant le musée des parachutistes qui se trouve à Pau. Nous avons également un lien fort avec les unités d'active et un très grand maillage territorial. Le point de vigilance que je souhaitais souligner, comme mes camarades, porte sur le point d'indice et je soutiens totalement les propos qui ont été tenus. Pour ce qui concerne les points très favorables que nous voyons dans ce projet de loi de finances, le premier d'entre eux est bien évidemment le niveau du budget qui est retenu. Nous sommes parfaitement conscients des efforts faits pour cela et vous en remercions. Le deuxième point favorable est celui d'un soutien aux plans blessés, dans la mesure où, vous le savez, le parachutisme militaire, comme beaucoup d'autres activités, est quand même une activité assez traumatisante et qui se déroule dans un milieu où la mentalité est quand même sous-déclarante, ce qui fait qu'il y a une accumulation de petites blessures année après année. Et dans ce cadre, les projets qui sont portés pour reconnaître un taux d'usure, en quelque sorte, d'activité délicate, sont très appréciables. La deuxième chose qui nous intéresse énormément dans le plan blessé, c'est bien évidemment tout le soutien aux blessés physiques et psychiques. La plupart des unités parachutistes, comprenant également les unités des forces spéciales, il y a naturellement un taux de blessés assez important. Et je pense, mesdames et messieurs, que vous avez eu l'occasion de voir le remarquable film tourné par un jeune parachutiste, La chance d'un second souffle, qui met à l'honneur nos camarades blessés et leur reconstruction. Le troisième point de satisfaction, il est un peu en marge du P169. Il concerne le soutien
à toutes les mesures dans le budget des armées traitant des réservistes militaires, dans la mesure où ces réservistes sont un lien très fort entre les unités d'active et le monde civil. Il y a beaucoup d'anciens qui ont pu, grâce à la limite d'âge reportée jusqu'à 72 ans, rejoindre à nouveau les rangs de la réserve. J'en termine, Monsieur le Président, par l'effort de notre fédération pour l'année à venir. C'est véritablement la transmission à la jeunesse, au cœur des territoires, pour valoriser le lien armée-nation. Vous le savez, avec leurs qualités et leurs défauts, les parachutistes sont une troupe jeune et généreuse, soudée par l'esprit parachutiste et par la fête de la Saint-Michel. Les notions de cohésion et de solidarité sont au cœur de notre action. Le maillage territorial de nos associations, mesdames et messieurs les députés, vous avez pu le constater dans vos circonscriptions, permettent un taux de présence assez important aux cérémonies, en lien toujours et le plus souvent possible avec les classes de défense de plus en plus présentes, y compris dans les quartiers militaires pour certaines cérémonies. Et enfin, nous avons saisi cette année pour nous impliquer très fortement à l'occasion des 80 ans de la Libération, les parachutistes ayant, pendant la Seconde Guerre mondiale, été ainsi honorés par le général de Gaulle, ceux qui regardent le ciel sans pâlir et les hommes sans rougir. Nous avons participé à honorer nos anciens des SAS à Saint-Marcel. Nous avons honoré tous les agents civils et militaires parachutés dans toute la France, le plus célèbre d'entre eux étant Jean Moulin. Et nous avons également participé à une très belle cérémonie à Mont-sur-les-Mines, pas très loin de l'endroit où les deux flux arrivant de Normandie et de Provence se sont regroupés pour foncer vers l'Allemagne et terminer la libération de notre territoire. Voilà, Monsieur le Président, j'en termine ainsi. Merci beaucoup. La parole est à Monsieur Florent Richard. Je vais reparler du point PMI en vous donnant un peu d'historique et de technicité. Historique depuis 2005. La valeur du point PMI présente entre 2005 et le 1er août 2024 un retard d'environ 17% par rapport à l'indice des prix de la consommation. En 2020, Madame Geneviève Darrieussecq, alors ministre déléguée à la mémoire et aux anciens combattants, pour justifier la non prise en compte de la perte du pouvoir d'achat des anciens combattants, des blessés et des conjoints survivants, avait dit « Nous ne sommes pas responsables de ce qui s'est passé avant ». Dont acte. On ne parlera que du rattrapage sur l'inflation des années 2022 et 2023. C'est vrai que dans un contexte d'inflation importante, comme l'a dit mon collègue tout à l'heure, on regrette que le gouvernement ne souhaite pas aller vers une indexation de la valeur du point PMI sur l'indice des prix à la consommation. Le maintien à la référence de l'indice d'ensemble des traitements bruts de la fonction publique de l'État ne peut que conduire à la dégradation du pouvoir d'achat des anciens combattants et à placer les plus fragiles d'entre eux dans une situation de précarité. Le mode de revalorisation actuel, défini par le décret 2022-128 du 4 février 2022, qui n'a d'ailleurs jamais été appliqué, a démontré 2 années consécutives la nécessité d'en revoir la rédaction. Le décalage entre l'ITBG, fonction publique État, et l'évolution du point PMI pouvant atteindre 18 mois n'est pas satisfaisant. Ce décret, rédigé sans concertation avec le monde combattant, enfin je l'espère, a fait reculer nos droits, même dans son application assouplie des 2 dernières années. En effet, avant 2022, le point PMI évoluait concomitamment avec l'évolution du salaire des fonctionnaires. Contrairement aux dires de Mme Miralles et de certains défenseurs du monde combattant, en 2023 et 2024, le point PMI n'a pas bénéficié d'une revalorisation avec 1 an d'avance, mais plutôt avec 6 mois de retard. Lors des réunions récentes concernant la revoyure du point PMI, le cabinet de l'ex-ministre Mme Miralles proposait un rattrapage de 2% en 2025 et 2% en 2026, compensation partielle de l'inflation 2022-2023. Finalement, aucun rapport n'est sorti de cette commission revoyure. Ces réunions ont quand même permis de constater qu'une indexation sur l'ITBG des militaires serait plus favorable et aussi de bon sens. Ainsi, le militaire blessé verrait sa pension militaire d'invalidité évoluer conjointement à la solde du militaire. À noter que lors de la commission tripartite en 2020-2021, M. Jean-Paul Baudin, alors conseiller d'État et président de cette commission, avait proposé une indexation du point PMI sur l'ITBGI des militaires. Proposition refusée par les experts autodésignés du monde combattant, tout simplement par méconnaissance du système de revalorisation. Une indexation sur l'ITBGI militaire dès 2022
aurait amené la valeur du point PMI à 16,39 au 1er janvier 2024 au lieu de 15,90 et à 16,64 au 1er janvier 2025. Une indexation sur l'inflation dès 2022 aurait amené la valeur du point PMI à 16,61 au 1er janvier 2024 et 17,02 au 1er janvier 2025, avec une inflation estimée à 2%. À noter que les économies des PMI et de l'allocation de reconnaissance entre 2023 et 2024 représentent plus de 75 millions d'euros. À comparer avec un rattrapage de la valeur du point PMI de 4,5% inflation 2022-2023 au 1er juillet 2025, par exemple, ainsi qu'une revalorisation de 1,5% correspond à l'ITBGI des militaires au 1er janvier 2025, représente un montant estimatif de 42 millions d'euros. Il faut aussi prendre en compte le fait que 65% des grands invalides pensionnés à plus de 100% sont âgés de plus de 80 ans. À noter également que les invalides, contrairement aux fonctionnaires, ne bénéficient pas de la prime inflation mise en place il y a 16 ans. Enfin, prime inflation qui va peut-être disparaître. Enfin, il faut rappeler que malgré l'adoption de l'extension de la demi-part fiscale des anciens combattants à leurs veuves, le montant estimé de la niche fiscale a été revu à la baisse de 150 millions d'euros. L'administration fiscale indique que cette diminution contre-intuitive résulte de la diminution du nombre de bénéficiaires et la suppose liée au phénomène démographique. L'UFAC pense plutôt que l'administration fiscale se fait une fausse idée des anciens combattants en pensant qu'ils sont des nantis. L'ensemble de ces éléments démontre que le monde combattant a déjà fait beaucoup d'efforts pour ne pas gréver le budget de l'État. Je vous rappelle aussi que le plan blessé prévoit de revaloriser régulièrement l'allocation de reconnaissance, donc forcément le point PMI. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. La parole est à Monsieur Serge Barcellini. Mesdames et Messieurs les députés, bien que créé en 1887 et reconnu d'utilité publique en 1906, le Souvenir français est toujours aussi jeune dans sa passion pour mobiliser les Français autour de la mémoire combattante. Alors, cette passion, elle se traduit essentiellement par 3 actions. D'abord, la sauvegarde des lieux mémoriels, les tombes, les monuments, les stèles, la participation à la vie commémorative, que ce soit les journées commémoratives nationales et les journées commémoratives locales, et bien sûr la transmission de l'histoire combattante aux jeunes générations. C'est nos 3 axes que je ne développe pas. Cette passion également, elle se traduit par la capacité de renouveler l'action. Renouveler l'action, c'est géolocaliser les tombes des combattants morts pour la France, c'est lancer l'opération Seconde Vie des drapeaux dans les lycées et collèges, et en particulier dans les lycées français à l'étranger, et puis c'est la capacité à créer des comités universitaires, et en particulier un comité universitaire à Sciences Po, puisque le ministre délégué inaugurera le 8 novembre le monument aux morts rénové de Sciences Po, rue Saint-Guillaume, à un moment où il est important que le drapeau tricolore figure également dans cet établissement scolaire. Alors, 2 mots sur le budget, si vous le voulez bien. 2 mots sur le budget. Alors, je risque d'en choquer certains. D'abord, sur les crédits ouverts en loi de finances pour la mission Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation entre 2017 et 2025. Ce budget a baissé de 25%. Et si l'on compte l'inflation, il a baissé de 38%. Alors oui, nous savons que ces 25% ou ces 38% sont directement liés à la démographie. Personne ne conteste ce point, ce qui pose d'ailleurs un problème sur les 5 années prochaines. Je laisse réfléchir à chacun pour bien comprendre ce qui est en train de se passer. Si entre 2017 et 2025, nous avons baissé de 38% avec l'inflation, vous imaginez l'accélération de ce qui va se passer sur les prochaines années. Donc c'est un premier point à bien regarder sur le budget. Mais le deuxième point qui est important pour le Souvenir français, c'est les crédits ouverts pour financer la politique de mémoire entre 2017 et 2025. Alors vous me direz, entre 2017 et 2025, la hausse est de 49%, réduite à 26% si l'on tient compte de l'inflation. Ce qui est a priori positif. Ce qui est un peu moins, c'est qu'à l'intérieur de ces crédits, il y a
plus de 4,5 millions pour la mission du 80e anniversaire. Merci à elle, merci à elle. Nous en reparlerons en 2026, chers amis, chers députés, pour voir si elle va disparaître ou pas, ces 4,5 millions, car s'ils disparaissent, vous allez avoir un budget qui va sérieusement baisser. Je tenais à vous le rappeler. C'est un point simplement important sur le budget. Quant à ce budget, il nous pose 3 questions, me semble-t-il, fondamentales. La première question, c'est en matière d'entretien des nécropoles nationales. Que faut-il faire pour que la France soit fière de ses nécropoles nationales comparées aux Allemands, au Commonwealth et aux Américains? C'est la première question qui me semble importante à l'intérieur de ce budget, car cela n'est pas pris en compte. La deuxième question à l'intérieur de ce budget, c'est que doit-on faire pour inscrire pleinement les sites de mémoire qui viennent de rejoindre l'UNESCO, c'est-à-dire tous les sites de mémoire et les grandes nécropoles nationales de 14-18 qui viennent d'être reconnus au patrimoine mondial de l'UNESCO pour qu'elles soient pleinement intégrées et reconnues en termes, en particulier, de tourisme de la mémoire. Cela n'apparaît pas dans ce budget. Enfin, et je terminerai là-dessus, en matière de transmission, j'ai l'habitude de dire qu'il y a 2 slogans au Souvenir français. Le premier, c'est de dire « Aucun scolaire ne doit quitter sa scolarité sans être allé visiter au moins un lieu de mémoire ». Nous en sommes loin. Nous en sommes très loin. Le deuxième slogan, c'est « Aucun scolaire ne doit quitter sa scolarité sans avoir participé au moins une fois à une cérémonie locale ». Je ne parle même pas du ravivage de flammes, je parle bien d'une cérémonie locale. Et je crois que fondamentalement, ce budget, c'est cela qu'il devrait prendre en compte, et c'est une réflexion que les parlementaires devraient conduire. Merci. Merci. La parole est à José Miguel Real. Monsieur le Président de la Commission de défense nationale et des forces armées, Mesdames et Messieurs les députés, je suis José Real, président général de la Société nationale d'entraide de la médaille militaire. Je suis également le président du groupement 113 de la Fédération André Maginot et membre de la commission permanente de l'Office national des combattants et victimes de guerre. La SNEM est représentée sur le territoire national ultramarin ainsi qu'à l'étranger par 650 sections et unions départementales. La SNEM a été créée le 10 mai 1904 et est reconnue d'utilité publique depuis 1922. Nos actions se résument à l'entraide intergénérationnelle, la transmission de la mémoire auprès des jeunes générations et à la reconnaissance et à la transmission des valeurs de notre décoration qui, je le rappelle, n'est attribuée qu'à titre militaire. La reconnaissance de l'engagement des anciens combattants est un devoir sacré de la nation. Ces femmes et ces hommes ont servi leur pays avec courage et abnégation, souvent au péril de leur vie. Il est donc impératif de leur témoigner une gratitude à la hauteur de leur sacrifice. Je ne reviendrai pas sur les sujets qui ont été abordés concernant le point PMI et le droit à la réparation. Je les approuve et les soutiens. J'aborderai 2 sujets qui me tiennent à cœur, qui nous tiennent à cœur. La nécessité de revaloriser l'allocation de reconnaissance du combattant. Donc le pouvoir d'achat baisse. Cela a été indiqué au cours des différentes présentations. L'inflation constante érode progressivement le pouvoir d'achat de cette allocation qui ne suit pas toujours l'évolution du coût de la vie. La reconnaissance de la nation, c'est une revalorisation significative et elle serait à nouveau un signe fort de la nation envers celles et ceux qui l'ont servi. Un soutien indispensable. De nombreux anciens combattants rencontrent des difficultés financières, notamment en raison de l'âge et des conséquences de leur engagement. Cette allocation constitue un soutien précieux pour leur quotidien. Je vais aborder un deuxième sujet qui nous tient à cœur et plus particulièrement à la médaille militaire. Donc, la distinction honorifique. Cette médaille militaire est la plus haute distinction militaire individuelle. Elle récompense des actes de courage et de dévouement exceptionnels. Elle a été créée le 22 janvier 1852 par Louis-Napoléon Bonaparte, président de la République. Cette décoration, quand elle a été confirmée, permettait de recevoir à l'époque, date de sa création, 100 francs or de rente viagère. En 1950, le traitement était porté à 750 francs
soit 17,31 €. Depuis 2006, celui-ci est de 4,57 €. Ce traitement associé à cette médaille est aujourd'hui dérisoire au regard de la valeur symbolique et de la rareté de cette distinction. Quels sont les bénéfices pour la société? Un devoir de mémoire. En revalorisant ces allocations et ce traitement, nous perpétuons le souvenir de celles et ceux qui ont combattu pour notre liberté et nos valeurs. Nous sommes des exemples pour les générations futures. En reconnaissant les mérites des anciens combattants, nous encourageons les jeunes générations à s'engager au service de la nation. Un renforcement du lien armée-nation. Ces mesures contribuent à renforcer le lien entre les militaires et la société civile. En conclusion, la revalorisation de la reconnaissance du combattant et l'augmentation du traitement de la médaille militaire sont des justes actions et nécessaires. Elles témoigneraient de notre gratitude envers celles et ceux qui ont servi notre pays et contribuent à renforcer le lien entre les générations. Bien que ces mesures aient un coût, elles représentent un investissement dans la mémoire et la reconnaissance nationale. Monsieur le Président de la Commission de défense et des Forces armées, Mesdames et Messieurs les députés, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. La parole est à Monsieur Christian Châtillon. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, je suis le colonel Christian Châtillon, délégué national de l'Association de soutien aux armées de la France, et mandaté à ce titre pour vous faire part des préoccupations de notre association, créée il y a 40 ans, et qui a pour objectif de diffuser dans la société civile les valeurs du patrimoine, du patriotisme, du civisme et des forces morales, valeurs portées traditionnellement par nos armées. Autrement dit, sensibiliser nos concitoyens, et plus particulièrement notre jeunesse, à l'esprit de défense de la France. En effet, après 80 ans de paix en Europe et depuis la suspension du service militaire il y a 27 ans, notre jeunesse semble éloignée des réalités de la défense du pays. Éloignée, mais pas indifférente aux menaces de conflits qui se rapprochent de nos frontières. Dans un rapport publié le 11 mars 2024, Anne Muxel, directrice de recherche au CNRS et directrice déléguée du CEVIPOF à Sciences Po, indique que 47% des jeunes pensent qu'une guerre mondiale est possible sur le territoire national dans les années qui viennent. Actuellement, nos armées bénéficient d'une très bonne image pour leurs compétences et leur humanité, puisque toujours dans ce rapport, 9 jeunes Français sur 10 lui font confiance, quand bien même ces jeunes connaissent peu ou pas l'institution militaire. Un sondage intitulé « Les jeunes et la guerre », mené par Ipsos en liaison avec le ministère des Armées, rapporte que 66% des jeunes hommes et 42% des jeunes femmes sont favorables à un retour du service militaire obligatoire. Paradoxalement, ces chiffres semblent contredits par la réalité puisque sur les 116 000 postes annuels ouverts dans nos armées, 2500 n'ont pas trouvé preneur malgré une campagne publicitaire inédite à la télévision. Et alors que le taux de chômage des 18-24 ans au deuxième trimestre 2024 s'élevait à 17,7% selon l'INSEE, représentant ainsi quelques 1 428 000 jeunes sans emploi. Maintenant, quels moyens sont mis en œuvre pour sensibiliser cette jeunesse à la défense et faire connaître nos armées? Concernant nos élites, et suite à mon intervention du 18 octobre 2023 devant votre commission, l'Institut national du service public, l'ex-ENA, a élaboré un programme entré en vigueur le 1er janvier 2024 pour que nos futurs dirigeants connaissent en profondeur l'organisation et le fonctionnement de nos armées. C'était indispensable, dont acte. Pour le reste de notre jeunesse, plusieurs organismes ont été mis en place. Tout d'abord, le service national universel. Initié il y a 5 ans, le SNU n'a atteint ni qualitativement ni quantitativement son objectif qui devait répondre, je cite, à une notion de résilience de la nation, de cohésion sociale, d'engagement, d'orientation et d'insertion des jeunes. En effet, qualitativement, le SNU a suscité plus de critiques
essentiellement pour des problèmes d'encadrement et de gouvernance, que de louanges, et quantitativement, il n'a trouvé que 63% de volontaires, c'est-à-dire seulement 40 000 stagiaires pour la phase 1, cohésion et mixité sociale. À ce sujet, la Cour des comptes a publié le 13 septembre dernier un rapport très sévère qui confirme l'avis négatif de la Commission des affaires culturelles et de l'éducation du député Jean-Claude Rau lors de la discussion du PLF 2024. En effet, la Cour estime que si les SNU étaient généralisés tels quels sur tout le territoire et appliqués dans ces 3 phases, ils coûteraient annuellement, au bas mot, 5 milliards d'euros. Il convient donc de se poser la question de la pertinence du SNU sous son organisation actuelle, à moins de revoir son programme à la baisse. Ensuite, il y a la journée défense et citoyenneté, JDC, obligatoire pour les jeunes de 16 à 25 ans. Réduite progressivement à 2 heures, cette journée qui aura coûté 112,7 millions d'euros en 2023 au budget des armées a, au fil du temps, été dévoyée de son but initial pour aboutir uniquement à la détection de l'illettrisme, et ce, avec un outil dont la fiabilité a même été contestée par certains enseignants. L'ASAF soutient donc les propositions du général Pierre-Joseph Givre, le nouveau directeur du service national et de la jeunesse, qui veut la recentrer sur son objectif initial, à savoir une journée entière d'information et de sensibilisation des jeunes à la défense, aux armées, voire à la possibilité d'un conflit sur notre sol. Cela dit, l'ASAF estime que d'autres ministères pourraient reprendre à leur compte cette idée et développer leur propre politique d'information et de sensibilisation concernant différents aspects de la défense du pays, comme par exemple les organismes de sécurité, de protection civile ou d'intervention humanitaire. Enfin, l'ASAF reprend une proposition du général Daniel Menawin, le prédécesseur du général Givre, exprimé dans son rapport du 26 avril 2018, à savoir un enseignement de défense obligatoire au collège et au lycée. Cette proposition, formulée à nouveau le 25 mars 2021 dans le plan Ambition Armée-Jeunesse 2022, n'a pas été retenue dans le cadre du SNU. Pourtant, la JDC aurait été ainsi préparée par une matière obligatoire durant tout le cursus scolaire, de la 4e à la terminale, en reprenant et en développant le principe des classes de défense et de sécurité globale, CDSG, et en étendant à tous les lycées, collèges, établissements et centres de formation. En 2023, ces CDSG, basés uniquement sur le volontariat d'une équipe enseignante, ont concerné plus de 500 classes, touchant ainsi quelques 12 000 élèves, dont 20% en zone prioritaire. Merci beaucoup. Il me reste encore une... Allez-y, je vous en prie, vous avez bien dépassé. Je n'ai pas été le plus long. L'ASAF propose simplement de faire appliquer le protocole interministériel du 16 décembre 2021 qui fait suite au protocole du 20 mai 2016, c'est-à-dire adapter les CDSG si possible dans le programme d'éducation morale et civique existant dans le dispositif EduScol de l'éducation nationale ou à minima dans le cadre des activités périscolaires. Les modalités d'exécution de ce programme seraient alors à la charge de l'éducation nationale, tandis que les armées fourniraient à la demande les instructeurs et supports pédagogiques. En conclusion, et comme l'a dit récemment le Premier ministre, chaque Français est important. La défense de la France est l'affaire de tous et de chacun, et non pas uniquement celle des militaires. La jeunesse française ainsi informée et éduquée doit y prendre toute sa part. Merci beaucoup. Je vous remercie de votre attention. Merci pour ces propos bien nourris, écoutés attentivement par l'ensemble de nos députés et notre rapporteur pour avis du budget mission Anciens combattants, mémoire et liens pour la nation, Laurent Jacobelli, qui est parmi nous. Alors, mes chers collègues, nous avons beaucoup d'orateurs, beaucoup de questions et beaucoup d'associations, et le temps passe. Alors, pour respecter tout ça, ce que je vous propose, c'est de passer à 2 minutes par orateur, comme d'habitude, mais on les fait tous d'affilée, et messieurs les présidents d'associations, vous vous répartirez les réponses entre vous, de façon à pouvoir maintenir le temps qui nous est donné. Je vous remercie. Alors, la parole est à Frédéric Boccaletti pour le groupe Rassemblement National. Merci, Monsieur le Président.
Madame et Messieurs les représentants des anciens combattants. Permettez-moi tout d'abord, au nom du groupe Rassemblement national, de vous présenter tout mon respect pour vos combats passés et vos engagements actuels. La formule est connue et elle a été dite, vous avez des droits sur nous. Pour commencer, sachez que nous sommes consternés que, contrairement aux engagements de la secrétaire d'État Patricia Mirales, la PMI n'augmente pas sur 2 années consécutives. Nous ferons par conséquent des propositions pour corriger cette injustice. Le gouvernement doit entendre et comprendre que les anciens combattants ne réclament pas une aumône, ils demandent légitimement à être indemnisés à hauteur de leur engagement passé sous notre drapeau tricolore. Je ferme la parenthèse et j'en reviens au point budgétaire. La mission anciens combattants est créditée pour 2025 d'environ 1,8 milliard d'euros. Si elle reste stable, les moyens ne sont cependant pas suffisants pour couvrir l'ensemble des besoins du monde combattant. Nous le savons, les ONAC-VG ont des budgets de fonctionnement limités et le manque de personnel rend difficile l'accomplissement de leurs missions qui sont, elles, croissantes. Beaucoup d'investissements sont nécessaires pour l'entretien des nécropoles, la préservation et la restauration des drapeaux ou encore l'entretien des plaques et des stèles commémoratives. Si ces éléments de patrimoine venaient à disparaître, à terme, la mémoire combattante serait condamnée. N'oublions pas que sur cette enveloppe, il y a 600 millions qui doivent être alloués à la réparation des harkis à la suite de l'arrêt Tamazout. Cette indemnisation parfaitement légitime n'avait pourtant pas été budgétée initialement, diminuant d'autant les autres postes budgétaires de la mission. Les crédits alloués à l'ONAC-VG vous paraissent-ils suffisants pour l'aboutissement des missions, notamment vis-à-vis de la problématique RH? Je vous remercie. Merci. La parole est à Christophe Bex pour la France Insoumise, Nouveau Front Populaire. Merci, Monsieur le Président. Merci à vous, représentants des associations des anciens combattants et combattantes. Merci tout d'abord pour votre présence et puis pour votre engagement personnel, pour votre sacrifice qui a façonné l'histoire de notre République et protégé notre liberté. Petit-fils d'anciens combattants de la guerre de 14, je suis très sensible à notre histoire, à la mémoire, à notre patrimoine et à la transmission. Alors, il y a bien entendu les questions budgétaires, on est là pour ça, et j'ai beaucoup entendu la revalorisation du point de la pension militaire d'invalidité et des victimes de guerre, qui est un différentiel avec l'inflation qui est de l'ordre de 17%. En gros, ça fait 2 mois. Parce que quand on parle de pourcentage, des fois, ça passe pas bien, mais quand on dit qu'il manque au minimum 2 mois de revalorisation de la pension, je pense que ça passe mieux. Et c'est à l'instar de toute la fonction publique qui est maltraitée et pas revalorisée et pas reconnue. Et puis, il y a quelque chose qui m'intéresse aussi, et j'ai la chance de vous rencontrer, c'est la question de la transmission, de la reconnaissance, de vos engagements, de votre dévouement, c'est-à-dire de votre histoire personnelle qui a façonné notre grande histoire. Et ça a été dit tout à l'heure habilement avec le paramètre de l'âge. Petit à petit, vous allez malheureusement, comme nous tous, disparaître. Et que le budget est calculé apparemment en fonction du nombre d'anciens combattants, mais malgré tout, il y a tout l'engagement à entretenir notre patrimoine. Donc comment on peut justement valoriser ce patrimoine et avec ce fameux paramètre de l'âge, comment on peut justement avoir des crédits et comment vous, association, et là j'ai en face de moi le G12 ou le G13, mais pourquoi, c'est une question, pourquoi il y a une telle dispersion? Je pense que si vous étiez plus regroupés, plus unis, ou s'il y avait 1 ou 2 porte-paroles, je pense, c'est à vous de me dire, est-ce que ce ne serait pas plus efficace pour faire remonter justement ces revendications pour la mémoire, pour transmettre justement ce qui s'est passé dans notre histoire auprès des jeunes générations et le fameux lien armée-nation? On a parlé de la suppression du service militaire, mais à partir de là, ce lien est justement cassé, enfin plus difficile à exercer. Et qu'est-ce que vous pensez, vous, de la conscription citoyenne qui serait mise à l'ordre du jour, c'est-à-dire avec un service obligatoire de 9 mois pour les femmes et pour les hommes? Merci. Merci. La parole est à Isabelle Santiago pour le groupe socialiste et apparenté. Oui, mais merci. Mesdames et messieurs les anciens combattants. Tout d'abord, vous remercier pour vos propos liminaires. Bien évidemment, je vous adresse à cette occasion, bien évidemment, mon soutien et mon plus grand respect.
parce que c'est toujours un moment, tout d'abord, de recevoir le G12, G13, c'est quelque chose d'important. Et puis, quand on retourne dans nos communes, on va bientôt célébrer les manifestations du 11 novembre, et bien évidemment que je pourrais évoquer nos débats. Nos anciens combattants à l'échelle locale sont toujours extrêmement intéressés des échanges que nous pouvons avoir. Moi, je voudrais aborder quelques sujets. Nous avons, ça rejoint d'ailleurs un petit peu ce que vient de dire mon collègue, après les commémorations magnifiques qu'on a pu partager tous ensemble au travers, à l'occasion des 80 ans du débarquement, que ce soit dans le sud de la France, dans toutes les villes de France, mais aussi évidemment sur nos plages de Normandie. Évidemment que quand on fête les 80 ans, c'est une étape extrêmement importante. Le temps tourne et la transmission, ce devoir de mémoire que nous portons tous comme des élus souvent locaux, nous sommes tous très engagés en termes d'élus locaux avant d'être des parlementaires, et savoir en fait, on voit bien la dynamique dans nos villes, elle est extrêmement importante. Certains arrivent à mobiliser nos anciens combattants de manière très forte avec la jeunesse, donc on a un travail qui se fait. Mais on voit aussi nos anciens combattants, évidemment, de plus en plus en difficulté. Les associations à l'échelle locale. Donc, comment poursuivre toute cette action essentielle qui fait nation et qui est le cœur de notre engagement pour qu'on puisse travailler la question de nos anciens combattants, ce devoir de mémoire. Qu'est-ce que vous avez en proposition? Sur le point de PMI, juste une seconde, sur le point de PMI, je voudrais vous dire que là aussi, c'était des engagements, on en a beaucoup discuté dans la LPM. Merci, chers collègues. Oui, on en a... Bon, j'aurais été trop longue. Désolé. En tout cas, je vous soutiens sur le point de PMI et je suis très en colère que ce ne soit pas fait après les engagements qui avaient été pris. Merci beaucoup. Désolé, mais je suis obligé de faire respecter le temps pour chacun. La parole est à Anne-Laure Blin pour le groupe Droite républicaine. Merci, Monsieur le Président. Madame, Messieurs les représentants des anciens combattants, un grand merci pour les éclairages que vous nous apportez ce soir. Parce que, et vous le savez, la droite républicaine, avec mon collègue Michel Gonor, nous sommes très attachés à l'action, aux actions que vous menez en tant que représentation nationale, en tant que représentants nationaux, mais aussi nous sommes très reconnaissants de ce que font à l'occasion de chacune des manifestations dans nos villages, dans nos circonscriptions, parce que l'engagement de vos adhérents, des différentes associations qui sont chez nous, force le respect, parce que, et cela a été dit, vous rencontrez des difficultés. Et c'est vrai que souvent, les associations s'engagent et les bénévoles font ce qu'ils peuvent dans une configuration qui est peu évidente. Nous avons entendu évidemment les revendications qui sont les vôtres. Vous connaissez le ministre Jean-Louis Thiriot, qui était naturellement membre de notre commission. Il est très informé et il suit naturellement avec grande attention les sujets que vous avez abordés, notamment la revalorisation du point de PMI. Il mène, et parce que nous lui avons fait remonter depuis de longues dates vos attentes, il mène un bras de fer naturellement avec Bercy, de manière à ce que les engagements soient tenus. Et il fait naturellement tout son possible pour que ce qui doit être fait soit fait en temps et en heure. Et vous pouvez avoir, en ce qui nous concerne, pleinement confiance en notre détermination et en son action pour qu'il y ait une réalisation très concrète. J'ai une petite question parce que très localement, ça a été des remontées de terrain qui me sont revenues à plusieurs reprises. C'est au moment de la mise en place du fonds de dotation pour le Bleuet. Est-ce que vous pourriez nous refaire un point d'étape sur la manière dont les associations locales dans chacune de vos organisations perçoivent aujourd'hui? La parole est à Damien Girard pour le groupe écologiste et social. Merci Monsieur le Président, Madame et Messieurs les représentants d'associations. Je vais essayer de tenir dans les 2 minutes. Je vous remercie pour votre présence, vos engagements et sacrifices passés.
Vos associations sont un outil précieux pour l'accompagnement social des anciens combattants et de leurs proches, ainsi que la défense du droit à la réparation. Elles jouent aussi un rôle fondamental de lien social et de transmission de la mémoire. À cet égard, le projet de loi de finances 2025 diminue de 16 millions le budget de la mission Anciens combattants, mémoire et lien avec la nation par rapport au projet de loi de finances 2024. Cela revient à une forme de maintien du budget qui peut permettre de davantage financer des actions en matière de renforcement du lien armée-nation au vu des dynamiques démographiques. Surtout, les crédits finançant les pensions militaires d'invalidité connaissent une diminution notable, tout comme l'allocation de reconnaissance du combattant. Cette baisse d'environ 5% résulte entre autres d'une insuffisante revalorisation au regard de l'inflation. Cela a été dit. Ma première question est donc la suivante. Quel regard portez-vous sur ces décisions ? J'ai noté la demande d'assises des droits à réparation qui me semble une idée intéressante. Par ailleurs, je souhaite spécifiquement vous interroger sur l'intégration de la 4e génération de feu, c'est-à-dire celle de nos soldats déployés dans les opérations militaires extérieures. Elle éprouve des difficultés réelles à s'engager dans les associations strictement d'anciens combattants, semblant notamment y préférer les associations dites régimentaires, d'après une mission flash de l'Assemblée nationale sur le sujet. Ma seconde question est donc la suivante. Quels liens entre ces deux types d'associations peuvent être consolidés pour intégrer globalement cette 4e génération ? Je vous remercie. Merci beaucoup. La question est à Christophe Blanchet pour le groupe Les Démocrates. Merci, Président, Madame, Messieurs. Merci pour vos témoignages et pour votre combat de tous les jours. Et j'oserais dire bénévole, vu le temps que vous passez. Et on se doit à minimum la gratification de vous remercier pour vos témoignages et votre engagement au quotidien. Vous avez évoqué plusieurs fois des rapports sur le lien armée-nation, l'engagement, et je vois certains titiller, ils savent vers quoi je vais aller, l'Aspect général de Lyon. Et pour autant, j'aurais aimé que vous évoquiez éventuellement le rapport effectué avec ma collègue Martine Etienne, présenté en juin de cette année, sur éducation et culture dans la défense nationale, qui reprend bon nombre de vos remarques et de vos préconisations sur un grand volet, c'est la transmission, le lien armée-nation. J'aurais voulu savoir donc, à cet effet, sur ce rapport que je ne doute pas que vous ayez lu, sur quel point vous êtes en accord ou pas. Et je reviendrai sur l'un d'entre eux, parce qu'il y avait 50 propositions que nous avons effectuées avec ma collègue Martine Etienne, que je salue. Et sur l'une d'entre elles, c'était la refonte du 8 mai, pour revoir un petit peu ces journées patriotiques. Et cette journée patriotique, où on est certes très nombreux dans cette salle à être présents, mais on peut constater que cette journée patriotique devient un jour férié festif, vacant, par contre, parce que bon nombre de nos concitoyens ne viennent pas tout simplement à ces cérémonies-là, et quoi que l'on fasse, on est quand même en diminution. J'ose rappeler que quand même c'est le président François Mitterrand qui a rétabli férié ce jour-là pour permettre aux salariés et aux personnes de participer aux manifestations patriotiques, dont acte. Quid. Donc dans ce rapport que nous avons présenté, nous avons présenté plusieurs propositions, éventuellement sur le Lumé. J'aurais aimé avoir votre avis, vos commentaires là-dessus, si on veut évidemment conforter ce lien armée-nation et progresser, non pas seulement uniquement avec les jeunes, mais aussi avec leurs parents, parce que dans ce rapport, nous avions fait une étude auprès des parents de jeunes de CM2 et 6e, en leur posant la question, c'est quoi le 8 mai ? Les enfants devaient rentrer chez eux et poser la question, c'est quoi le 8 mai ? 25% des parents étaient en mesure de dire c'était quoi le 8 mai. 75% répondaient à côté de la plaque. Donc, c'est pas que les jeunes à éduquer, c'est évidemment toute la population. Donc, j'aurais voulu avoir votre avis. Et pardonnez-moi, je ne pourrais pas écouter votre réponse, parce que je dois filer dans l'hémicycle, comme certains, mais je regarderai en vidéo la réponse. Merci. Merci. La parole est à Yannick Favennec-Becco pour le groupe Liberté, Indépendants, Outre-mer et Territoires. Merci Monsieur le Président. Merci Madame et Messieurs. Au nom du groupe Lyot, je vous suis reconnaissant de vos interventions devant notre commission. Les associations d'anciens combattants sont composées, vous l'avez dit, de bénévoles. Elles jouent un rôle essentiel pour perpétuer la mémoire combattante et la transmission entre les générations, mais aussi pour le maintien du lien social dans les territoires ruraux. Je le constate régulièrement dans mon département de la Mayenne. Le monde associatif combattant est toutefois profondément bouleversé par l'attrition naturelle de ses ressortissants. Pour assurer la pérennité du monde associatif, il apparaît essentiel de répondre au défi de l'intégration de la 4e génération du feu. En 2021, la Commission de la Défense m'avait confié avec mon collègue Jean-Philippe Ardouin une mission sur ce sujet. Et nous avions notamment préconisé que des rapprochements puissent s'opérer entre associations fragilisées par le déclin démographique
et que l'intégration des nouveaux anciens combattants puisse se faire en prenant notamment en compte leurs besoins spécifiques. Nous avions également préconisé la mise en place d'accords entre l'armée et le monde associatif pour améliorer l'information des militaires d'actifs et plus globalement de créer du lien entre les différentes générations combattantes. Je vous avais interrogé sur ce sujet l'an dernier et je souhaiterais aujourd'hui savoir quelles sont les éventuelles difficultés rencontrées pendant cette année écoulée et si vous avez pu constater des avancées. Je terminerai, Monsieur le Président, mon intervention sur la question de la valeur du point PMI. Je souhaite, au nom de mon groupe parlementaire, vous assurer que nous nous mobiliserons lors de la discussion en séance en faveur d'une revalorisation supplémentaire du point au 1er janvier 2025. Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à Mathieu Bloch pour le groupe UDR. Merci, Monsieur le Président. Messieurs, Madame, les représentants des associations d'anciens combattants, déjà total soutien sur le point de PMI, je partage évidemment votre colère. Au nom du groupe UDR, permettez-moi de vous exprimer notre gratitude pour votre présence aujourd'hui. À travers vous, ce sont les valeurs mêmes de la nation française qui résonnent grâce au devoir de mémoire que vous portez au quotidien pour que jamais ne s'éteigne la flamme de notre histoire éternelle. Dans ma circonscription, j'ai l'honneur d'assister en ce moment à des dizaines de commémorations des libérations de nos communes. C'est avec beaucoup de joie que je rencontre à ces occasions nos fidèles porte-drapeaux qui, malgré le poids de l'âge, tiennent toujours à porter fièrement le drapeau tricolore, et ce, quelle que soit la météo. Leur présence si précieuse incarne un pont intergénérationnel entre les combattants d'hier, ceux d'aujourd'hui et notre jeunesse. Cependant, les cérémonies et commémorations ne suscitent pas toujours l'engouement qu'elles mériteraient, notamment auprès des plus jeunes. Pour que le devoir de mémoire puisse prospérer, nous ne pouvons pas nous contenter de les inviter. Il faut les engager, les interpeller par des outils et des formats qui leur sont familiers. C'est dans cet esprit que je tiens à saluer les initiatives comme celle des cadets de l'UNC dans le Béarn et à Paris, qui, bien que différents dans leur style et activité, parviennent à préserver et à transmettre la mémoire auprès de plus grand nombre avec des supports innovants. Je tiens également à souligner l'engagement du Souvenir français et de l'AVEC SNU qui, dans ma circonscription, engage des jeunes pour assister et participer aux commémorations. Ma question ayant déjà été posée, je me permets de vous en poser une autre. Les collectivités territoriales ont signé l'année dernière des conventions avec nos armées, notamment pour préserver le lien armée-nation. Et je voulais savoir si vous, les associations d'anciens combattants, vous avez été sollicités par le ministère de la Défense pour participer à ces conventions avec les collectivités territoriales. Voilà, merci. Merci beaucoup. Nous arrivons donc au terme des questions des orateurs de groupe. Et messieurs, alors vous répartissez les réponses et je vous laisse la parole. Théoriquement, nous finissons d'ici un quart d'heure. Sur la problématique effectivement du financement de l'ONACVG, en fait, il y a deux types de financement. Il y a des dépenses de guichet qui, elles, sont tout à fait, je dirais, incontournables. Et vous avez la subvention pour les charges de service public qui est complétée par une subvention d'investissement. Les subventions qui ont été prévues permettent de couvrir la montée du dispositif Athos, ces dispositifs d'entretien et de sépulture des guerres et des hauts lieux de la mémoire, et de poursuivre la modernisation de l'Office et de maintenir les effectifs pour répondre aux nouvelles missions. Mais cependant, si vous voulez, la demande initiale non intégralement retenue du rebasage de la SSCP afin de compenser les charges imposées au NACVG, revalorisation salariale, inflation, donc qui a été pris sur eux, n'ont pas permis effectivement d'embaucher effectivement des nouveaux employés à l'ONACVG. Donc ça, je veux dire que globalement c'est suffisant. Simplement la perspective d'avoir des ETP supplémentaires qui renforcent en particulier la partie d'accès aux lieux de la mémoire et de garder la proximité avec les ressortissants, ça n'est pas possible à cause de ce rebasage.
Voilà. Vous avez évoqué aussi, monsieur le député, alors, je crois, les 600 millions liés au... C'est pas tout à fait ça. Bon, d'accord. Ah bon, ok, d'accord. Non, d'accord. Non, je me permettais... Voilà. Okay, voilà. Ceci dit, c'est une charge de travail supplémentaire sur les ressortissants. Ensuite, il faudra voir effectivement, mais ça ne dépendra pas de l'ONAC, il faudra voir effectivement la dotation supplémentaire dont on aura besoin, et il y a fort à parier qu'il y a des dossiers qui attendront, qui seront traités, validés, mais qui attendront le financement quand il y en aura un. Voilà. Merci. Monsieur Marcellini, vous voulez prendre la parole? Oui, Monsieur le Président, je voudrais simplement intervenir sur le problème de l'avenir des journées commémoratives nationales qui a été amorcé à travers le 8 mai, monsieur, qui est parti, notre député. Alors, oui, il y a incontestablement une réflexion à mener sur l'avenir des 17 journées commémoratives nationales qui font de la France le pays le plus riche en journées commémoratives nationales. C'est quand même un côté intéressant, la France le plus riche, avec 17 journées dont les 10 dernières années ont été la multiplication des journées commémoratives. Ces journées commémoratives sont directement, fondamentalement liées aussi à la démographie du monde ancien combattant. Donc il doit y avoir une réflexion pour savoir demain quelles sont les journées commémoratives nationales, et je ne m'aventurerai pas à en citer une seule, comme ça je n'aurai pas d'ennui ici. Il vaut mieux pas avoir d'ennui, donc il faut en tout cas réfléchir sur ce qu'il doit arriver dans les 5 années qui viennent. Laissons passer la fin du 80e anniversaire, et à la fin du 80e anniversaire, ouvrons une réflexion que doivent mener les parlementaires sur le calendrier commémoratif national, et en particulier le 8 mai, et bien d'autres. Merci. Merci. Monsieur Bonnet. Oui, je voudrais juste intervenir très, très simplement à propos d'une question qui a été posée sur le fonds de dotation du Bleuet de France. Il se trouve que je suis administrateur, comme 2 ou 3 personnes parmi nous, du Bleuet de France, et que je suis président de la commission de financement des projets. Alors, c'est une affaire très récente, bien sûr, et qui est en train de bien grandir, à la fois par l'importance de la collecte qui est faite, et je pense que chacune et chacun d'entre vous, mesdames et messieurs les parlementaires, est très important dans la publicité que vous pouvez faire sur ce Bleuet de France et sur son utilisation, sur le plan des activités de mémoire, bien sûr, comme des activités de la solidarité. Où en sommes-nous aujourd'hui? L'ONAC-VG n'a perdu aucune de ses ressources, puisque le Bleuet de France servait à compléter les ressources étatiques. Et cette ONAC-VG est dotée de la même façon que l'année dernière, l'année d'avant. Et au-delà de ça, le Bleuet attribue à partir de cette année des subventions à un certain nombre de sollicitations directes qui lui parviennent dans ces 2 registres. Donc ce Bleuet New Look, nouvelle formule, est en train de bien monter en régime. Il faut l'appuyer et bien sûr faire la publicité qui convient pour que toutes ces activités qui sont productrices, c'est-à-dire les activités mémorielles avec par exemple des classes, puissent être appuyées. Voilà, c'est juste ce message plutôt positif que je voulais adresser à propos du Bleuet de France. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Bonnet. Un Bleuet que je porte avec beaucoup de plaisir en votre présence. La parole est à Monsieur Martial. Oui, Monsieur le député, vous avez évoqué à 2 reprises les liens entre les amicales régimentaires et les associations de la 4e génération du feu et l'intégration de cette 4e génération du feu au sein du tissu associatif. Alors, pour être président d'une association 4e génération du feu et membre d'une amicale régimentaire, nous ne poursuivons pas les mêmes objectifs. Et finalement, nous ne nous adressons pas aux mêmes membres. Dans les amicales régimentaires, ce sont essentiellement des militaires en activité au sein de leur régiment, même si quelques anciens, comme moi, restent affiliés au sein de ces amicales. Mais nous ne poursuivons pas les mêmes objectifs. L'amicale régimentaire, c'est d'abord un outil de cohésion. Et c'est un outil qui promeut les traditions du régiment, pas forcément la mémoire combattante.
D'ailleurs, on constate que lorsque les militaires quittent leur régiment, très souvent, ils restent dans leur amicale et ils rejoignent nos associations qui, elles, vont se fixer pour objectif le droit à reconnaissance et réparation, nous en avons beaucoup parlé, la mémoire et la solidarité. Et d'ailleurs, les amicales se tournent vers nous, parfois pour la solidarité, vers nous, associations du monde combattant, mais aussi vers des associations qu'on appelle d'entraide. Par exemple, comme Interfraternité Ado dans l'armée de terre. Quant à l'intégration de la 4e génération du feu dans le tissu associatif, je dirais que c'est très local en fonction du tissu local de chacune de nos associations. Et puis, il n'y a pas exclusivité et compétition. Moi, j'ai de très nombreux membres de l'ANOPEX qui sont aussi membres de la Fédération nationale des combattants prisonniers de guerre, combattants Algérie, Tunisie, Maroc, ou de l'UNC, et qui même prennent des responsabilités dans chacune de ces associations. Donc c'est très bien. Donc en fait, c'est l'offre, on propose une offre, et chacun, en fonction de sa sensibilité et de l'offre locale, va s'orienter vers telle ou telle. Après, il nous appartient à nous de nous coordonner. Merci. La parole est à Monsieur Soulas. Pardon. Compléter le propos de M. Martial et la réponse à M. Girard. Depuis 1995, il n'y a plus de service militaire obligatoire en France. Nous sommes partis sur une armée de professionnels. Le service militaire, aujourd'hui, que j'ai connu, que nous avons connu, nous avons tous encore des relations avec des camarades de combat. Et qui font que, bien, de temps en temps, un camarade dit « Oh, ouais, attends, je suis à telle association, tout. On y va ». Aujourd'hui, nous avons affaire à des gens qui s'engagent en armée, 5 ans, 10 ans, 15 ans. C'est un travail. Et puis, ce travail, ils le quittent. Alors, parfois, ils le quittent ils ne l'avaient pas souhaité parce qu'ils sont blessés de guerre et qu'ils ne peuvent pas continuer. Parfois, ils le quittent parce qu'ils n'ont pas les satisfactions, entre guillemets, intellectuelles, professionnelles. Et donc, il n'y a plus tout à fait le même lien. Alors, il y a toujours ce lien. Et, comme disait M. Martial, heureusement qu'il y a toutes les associations, d'une part, régimentaires, et les associations, on va dire, plus des troupes de marine, des parachutistes, qui continuent à maintenir un lien, mais il n'y a plus tout à fait le même lien. Parce que quand vous avez passé 10 ans dans l'infanterie ou la régiment d'artillerie, ou vous avez travaillé dans un secteur de commande, je sais pas, de cybersécurité, cybercommande, vous êtes chassé par le privé et on vous offre un salaire 3 fois supérieur. Vous partez dans le privé. C'est pas un reproche, hein, c'est la réalité. Et jusqu'à la cinquantaine, jusqu'à 50, 55 ans, on oublie. Et puis les gens y reviennent. Donc la 4e génération du feu, elle est là. Mais aujourd'hui, elle n'a plus peut-être cette petite dynamique nationale qui fait que, bon, ben ok, je quitte mon régiment parce que je vais dans le privé, mais je continue, je reste, je suis un ancien, j'ai fait l'Afghanistan, j'ai fait le Mali, j'ai fait le Rwanda, j'ai fait la Yougoslavie, mais donc même si je ne suis plus dans le monde combattant classique, je reste un ancien combattant, un ancien OPEX. Et ça, je pense qu'il vous appartient à vous, mesdames et messieurs les députés, peut-être de faire un effort là-dessus, d'appuyer. On a besoin, là je dis clairement, je parle pour nous, en tout cas pour la FNAMOPEX, nous avons besoin de vous, de votre aide, pour qu'effectivement les gens se disent, ok, je quitte l'armée, pour des raisons diverses et variées, mais je garde un lien avec mes anciens camarades des deux sexes de combat. Voilà, merci beaucoup. Merci. Je ne vois plus ici une prise de parole de Monsieur Richard. Oui, pour répondre à la question de deux députés sur la représentativité, bon, je reprends le point PMI. Le point PMI, il y a eu des loupés aussi du côté du monde associatif, parce que il y a peut-être, c'est sûrement, les blessés sont très peu représentés. Je prends par exemple ici, moi je suis blessé de guerre, blessé au Liban en 86. Est-ce qu'il y a d'autres blessés de guerre dans mon cas? Voilà. C'est ces gens-là qu'on devrait écouter. C'est les veuves aussi, les veuves de grands invalides qui ne sont pas représentées. Voilà ce que je voulais dire pour la représentativité. Entendre des gros invalides de guerre, hein, dont vous faites partie. Un comité
des grands invalides de guerre, oui. Merci. Je ne sais pas. Une dernière, Monsieur Dodane, je vous en Une prie. réponse un peu taquine, mais il n'y a pas de méchanceté. Là. Pourquoi 12 au G12? Alors, je réponds à cette question par une autre question. Il y a combien de groupes politiques à l'Assemblée nationale? Eh bien, il y en a 12. Donc, on pourrait conclure que le monde combattant, il est à l'homothétique de la nation. C'est une très belle fin, très belle métaphore. C'est vrai que peut-être qu'on pourrait en prendre de la graine. En tout cas, merci beaucoup, messieurs les présidents, pour votre présence, pour les réponses que vous nous avez apportées, pour vos propos liminaires. Mes chers collègues, merci aussi pour votre présence. On se retrouve donc demain matin dès 9 h pour l'examen de nos rapports budgétaires. Voilà, bonne soirée à tous et à demain.